Bonjour tout le monde. Je suis contente d'être là, un petit peu fébrile quand même. Mais je me suis préparée, donc ça m'aide à me calmer. Puis je me suis inspirée de toi, Nathalie, de ta présentation d'il y a 2 semaines. Fait que je vais commencer par expliquer mon parcours. Alors, je pense, à part Cynthia, je pense que j'ai vu tout le monde, mais je vais réitérer que je suis thérapeute en relation d'aide. Je suis diplômée depuis juin. Donc, depuis juin, je peux émettre des reçus, ce que je ne faisais pas durant ma période de stage. Mais avant d'aborder ce côté-là, je vais vous dire d'où je pars, moi. En fait, quand j'étais au cégep en 2e année, je voulais m'inscrire en psychologie. Mais on m'avait dit, il n'y a pas de débouché là-dedans, tu ne devrais pas. J'avais déjà cette fibre-là d'être à l'écoute, puis de vouloir être aidante. Alors, je me suis dit, bon, il n'y a pas de débouché. Je suis allée en droit. C'était pas une bonne idée. J'ai fait 1 an. J'avais un prof dans mes cours de droit qui m'a écrit que j'aurais plus de chance en littérature parce que moi, utiliser les mêmes mots tout le temps, je trouvais ça tellement plate. Fait qu'utiliser le mot clôture dans une guerre entre deux voisins, je mettais des beaux mots, puis fait que c'était pas pour moi. Fait que je suis allée en communication, puis là, ça a été pas mal plus gagnant. Alors, j'ai fait mon bac puis ma maîtrise en communication, puis j'ai travaillé là-dedans. Avec beaucoup de joie, je dirais. J'ai fait le milieu associatif, j'ai travaillé à l'Université McGill, puis j'ai travaillé en entreprise privée. Fait que j'ai comme fait le tour des différentes formes d'organisation qu'il y a. Puis, la plus marquante de mes expériences, ça a été Pratt & Whitney Canada. J'ai fait de 2003 à 2010. J'ai fait 7 ans là comme employée permanente, mais j'ai décidé de partir à un moment donné. J'avais eu une petite alerte côté santé qui m'a amenée à revisiter un peu ma vie. Puis je travaillais beaucoup. Je m'en allais vers une promotion. Puis c'était comme too much. Les enfants étaient jeunes à l'époque. Il y avait 2 et 4 ans. Non. Donc, j'ai décidé de partir à mon compte vraiment avec la belle chance que Pratt était mon client. Alors, je suis partie à mon compte avec déjà une entreprise qui assurait 80-90% de mon revenu. Puis, j'ai été chanceuse parce que ça a été ça tout le long du temps où j'ai été consultante pour eux. Je me disais, tu sais, je mets toutes mes œufs dans le même panier, mais ça allait bien. Tu sais, oui, j'avais quelques autres clients, mais le majeur, c'était Pratt. Puis comme je connaissais tout le monde là-bas, c'était facile de me confier des mandats. Je connaissais bien la business, puis je m'y connais un petit peu en moteur d'avion. J'ai appris. Fait que c'est quand on communique, il faut comprendre. Fait avec le temps, j'ai surtout en maintenance de moteur. C'était surtout là qui était ma spécialité. Puis je dirais qu'autour des années 2014-2015, j'ai eu une perte de sens qui s'est en allée en augmentant. Ça ne résonnait plus pour moi autant. J'avais comme moins d'entrain, je vivais plus de frustration. Puis je me suis dit, il est temps de faire autre chose, mais je ne savais pas ce que je voulais. Puis, je me suis dit que c'était pour... J'avais confiance, je me dis, ça va venir. Puis, mon chum, il me disait, tu fais-tu des recherches? T'es-tu sur le web? Non, ça va venir. Puis, effectivement, c'est venu. C'est venu, puis c'est venu sous la forme de thérapie. Thérapie, à ce moment-là, c'était beaucoup pour aider des gens à traverser des moments difficiles. Tu sais, comme des deuils, bon. Je me suis dit, je pourrais faire ça. J'aimerais ça, puis je serais bonne. Fait que
j'ai googlé, j'ai trouvé tout de suite une école. 2 semaines plus tard, il y avait une séance d'information à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'étais allée à la séance d'information. Puis, il est arrivé des beaux hasards. Puis, bref, 2 mois plus tard, j'étais sur j'étais admise au Centre de relations d'aide de Montréal, qui est une école qui a été fondée par Colette Portelance. Je la nomme parce qu'elle est quand même assez connue. Elle a écrit beaucoup de livres, dont le principal, c'est Relations d'aide et amour de soi. Puis, quand j'ai lu ce livre-là, c'est comme si j'enfilais un gant. Je me sentais tellement bien, ça répondait à tellement de mes aspirations, ça collait à moi. Je savais que j'étais à la bonne place, vraiment. Puis, c'est pas une école qui est facile dans le sens que c'est exigeant, c'est très rigoureux, mais en même temps, c'est plein d'humanité. Puis, on était là, je me rappelle dans mon premier groupe, c'est 3 ans, puis dans mon premier groupe, première année, la première journée, on était 36. Puis de ces 36-là, on est 6 à la fin qui avons obtenu notre diplôme. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui quittent. C'est beaucoup de travail sur soi. La première année, ce n'est que ça. Travailler sur nous, à essayer d'éclairer, de mieux se sentir, de mieux voir ce qui se passe en nous. Parce que si on a des angles, si on a des angles morts pour nous, c'est sûr qu'on va avoir le même angle mort pour nos clients. Fait que l'année de travail sur soi dure les 3 ans, mais la première année, c'est là que c'est le plus intense. Puis, l'approche de Colette Portelance, donc l'approche que j'ai en thérapie, c'est une approche qui est non directive. C'est-à-dire que moi, j'arrive jamais avec mes clients avec un ordre du jour en disant on va parler de ça, ça, ça. On fait confiance au client qui va amener les sujets dont il a besoin de parler. Des fois, là, c'est pas du tout le sujet qu'on a abordé la semaine d'avant ou 2 semaines avant. On fait confiance au client qui va savoir nous mener là où il a besoin de se faire du bien, où il a besoin d'être accompagné. Je ne suis pas dans le conseil non plus. S'il y a quelqu'un qui m'arrive en disant est-ce que je laisse mon mari ou je ne le laisse pas, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Moi, mon travail, c'est plus de montrer à la personne tout ce qu'il y a autour de lui, qu'est-ce qu'il ressent comme émotion, comment il se défend quand il ressent quelque chose, est-ce qu'il tombe dans le blâme de l'autre, dans le blâme de lui-même, dans le jugement. Je vais aider le client à voir c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses ressources. Puis, un élément de l'approche qui est intéressant aussi, c'est que on ne mise pas juste sur les difficultés. Je vais montrer, avec beaucoup de joie, je vais montrer les forces. Les gens, souvent, minimisent leurs forces. Pensent que, ah ben oui, mais c'est facile pour moi, mais c'est important d'être conscient aussi de qu'est-ce qui nous aide à traverser la vie, puis de valoriser ça. En ce moment, la formation que j'ai eue des 3 ans, ben, je peux rencontrer des clients en individuel, des adultes. L'année prochaine, je veux faire la formation pour les couples. Fait que Mireille, tu m'as référé, tu m'as tagué dans un... Ouais. Merci. Moi, ce que je peux faire avec les couples en ce moment, c'est de rencontrer les gens individuellement. Okay. La thérapie de couple, c'est une autre année. Mais en ce moment, probablement avec le confinement, les thérapeutes de couple, je reçois par semaine à peu près 5 demandes et les gens ne trouvent pas. Les thérapeutes de couple sont débordés, vraiment, là. Fait que moi, je peux les aider, mais pas les deux ensemble. C'est une autre année d'études, puis le programme va se donner à partir de septembre prochain. Ça, je t'ai tagué, mais je ne savais pas si tu le faisais ou pas. Je me suis dit, elle va leur répondre, là. Je ne savais pas. Je peux quand même aider, mais si les gens veulent vraiment être ensemble, sauf que des fois, faire du travail chacun de son côté, ça peut vraiment aider. Mais c'est triste, mais c'est vraiment une réalité. Ça a été difficile pour les couples dans les derniers mois.
les problématiques, les enjeux, ce que je vois le plus dans mon bureau, ben oui, des difficultés dans le couple, des relations familiales qui sont difficiles, difficultés au travail, des deuils ou des périodes de vie qui sont problématiques, des gens qui traînent une confiance en eux-mêmes qui est très fragile, qui est parfois inexistante, qui les amène à prendre des décisions qui ne sont pas toujours les meilleures pour eux autres. C'est ce que j'ai le plus souvent là, au bureau. Puis, une question qu'on me pose souvent, c'est quoi la différence entre un thérapeute et un psychologue? Je l'ai mis sur mon site web aussi parce que je pense que c'est important, les gens veulent comprendre. Il y a des choses que moi, comme thérapeute, je ne peux pas toucher. Faire des diagnostics, un trouble de la personnalité, un TDAH, ça, je ne peux pas accompagner quelqu'un pour lui donner un diagnostic, anxiété, dépression. Si les gens ont été diagnostiqués, ils veulent travailler leur relation, je peux être complémentaire, je peux aider. J'en ai des gens qui ont eu des diagnostics dans mon bureau, puis je les aide d'une autre façon à se faire du bien dans la relation avec eux et la relation aux autres. Mais je ne peux pas dire « je soigne l'anxiété ». Ça, un psychologue, un médecin peut le faire. Les troubles de phobie aussi, je ne peux pas aider de ce côté-là. En fait, les psychologues, les psychothérapeutes font de la relation d'aide, mais c'est une partie de leur travail. Puis nous, comme thérapeutes en relation d'aide, il est là notre champ de spécialité. Puis il y a une loi au Québec, la loi 28, qui fait vraiment la séparation entre puis la différence de ce qu'on peut faire. Puis à l'école, on est formé, on a 2 fins de semaine complètes là-dessus, en 2e et en 3e année. Donc, ils nous tiennent vraiment serrés là-dessus. Fait que c'est comme ça fait partie de mon ADN de thérapeute, d'être vraiment aux aguets dès le départ, puis informer le client. Puis mon bureau, il est à Chambly. J'ai le bureau 2 jours semaine à Chambly, les mardis, les jeudis. Puis le lundi, mercredi, ben je fais de la vidéoconférence. Les gens se sont habitués durant la pandémie à être en vidéoconférence. Avant, quand je parlais de ça, les gens trouvaient que je parlais chinois, mais là, tu sais, quand je dis Zoom, Skype, là, ça commence, les gens font « Oh, oui, je fais des réunions de famille là-dessus », fait que ça facilite. Puis, je dirais que, pour moi, il n'y a pas de différence dans l'approche thérapeutique. Le lien s'établit quand même. La différence pour le client, c'est toujours son engagement. Ça, c'est pas dépendamment de la plateforme, que ce soit au bureau ou par vidéoconférence. Si le client, il n'est pas « Ah, j'ai un chat maintenant qui assiste à ma présentation. Oh. » C'est pas le client, comment il va s'investir, comment il va être prêt à regarder en lui. Elle est là la clé. T'sais, moi, je suis là pour accompagner, mais il faut que le client, il faut qu'il marche aussi. Puis moi, je suis dans le respect du rythme. Puis j'ai des clients qui ne voulaient pas, quand le confinement a commencé, j'avais déjà des clients en stage, puis ils ne voulaient pas aller sur vidéoconférence. Puis là, j'ai de ces clients-là qui me suivent encore, qui ne veulent plus revenir au bureau. Ils ont dit non, moi, je n'ai plus besoin d'aller là, je reste chez nous. Fait que ça dépend. Il y a d'autres clients qui n'en démordent pas, qui veulent me voir au bureau. Puis pour moi, là, tout va bien selon ce que le client demande. Puis, je ne travaille pas le vendredi parce que je suis aussi, je me donne un titre de PDG de la famille. Donc, le vendredi, je m'occupe de tout ce qui a besoin de rouler dans la maison, tu sais. Puis, je le mentionne souvent, puis c'est important pour moi de le dire. Je fais ma job de PDG avec beaucoup de joie parce que, tu sais, c'était une grosse décision financière pour moi de quitter la consultation.
c'est plus les mêmes taux horaires. Puis là, je commence. Fait que c'est comme, je suis occupée, je suis contente. J'ai quand même 10 séances par semaine. Mais c'est plus vraiment le salaire que j'avais avant. Tu sais, c'est mon chum qui maintenant a une grosse partie de la responsabilité financière. Fait que je trouve qu'il y a un beau complément, parce que moi, je m'assure qu'il puisse se concentrer sur son travail, puis moi, je m'occupe du reste. Puis c'est parfait. Puis les enfants vieillissent aussi, ils ont 12 et 14. Fait que moi, ça me permet d'offrir des soirs, parce que je vous dirais que c'est vraiment les plages horaires les plus prisées. Fait que mes mardis puis jeudis soirs là, sont souvent occupés. Puis des fois, le mercredi soir aussi, j'ai de la vidéoconférence. Donc, puis, tu sais, pendant 3 ans, j'ai appris à vivre, j'ai appris à devenir thérapeute. Ça se continue, mais ce que je vois que j'apprends maintenant, c'est la vie de thérapeute. Les heures coupées, parce que là, je veux vraiment accommoder mes clients. Fait que quand ils me disent qu'ils sont disponibles à 2 heures, moi, ça me fait des allers-retours avec le bureau, mais j'ai vraiment la chance d'avoir un bureau à 3 minutes de chez nous en auto. Fait que puis je suis très bien là. Fait que pour moi, c'est pas un problème, fait que j'apprends tout ça, à vivre la réalité. Mais j'ai la confiance absolue que je suis sur la bonne voie. Je suis trop heureuse pour que je me dise, ah non, j'ai pris la bonne décision. Puis dès que j'ai commencé mes études, je le savais. Fait que je suis bien contente de ça. Ça fait pas mal le tour. J'avais prévu un petit exercice. Mais peut-être que vous avez des questions, peut-être qu'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Fait que s'il y en a qui ont des questions, ça va me faire plaisir de répondre. Moi, j'avais juste une petite question. C'est la différence entre, là, tu dis que tu peux faire juste en individuel, tu peux pas faire en couple. C'est quoi la différence? C'est faut que tu gères l'interaction entre les deux qui est le plus ou… Ben oui, puis il nous demande aussi de pas… il nous demande d'avoir plus d'expérience en individuel. OK. Parce que ça peut être plus intense, ça demande d'être vraiment, pour le thérapeute, d'être vraiment groundé. Il faut vraiment avoir un petit peu plus de calibre là, en termes de thérapeute pour être capable de faire le couple et de bien le faire. Faut pas que tu prennes plus un pour plus pour l'autre. Oui, toujours départager ce qui m'appartient aussi, parce que là, des fois, pour nous, le client, de par ses propos, peut être un déclencheur, peut venir réveiller des choses en nous. Okay. Puis là, on en a 2 en même temps. Puis oui, des fois, peut-être par notre vécu, on peut avoir plus d'affinité avec l'un qu'avec l'autre, mais en même temps, il faut toujours se recentrer. Fait que, ouais. Bien. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres monde qui a des questions. Mais moi, c'est pas une question, mais je voulais juste dire que tu rayonnes quand t'en parles. Fait que j'ai pas aucun doute à croire que t'es sur ton X. Ben, t'es bien fine, merci. Je le prends. Mais prends-le. C'était tout un travail, ça, de prendre des compliments. Si on s'était parlé il y a 4 ans, je t'aurais dit, ah ben voyons donc, c'est rien ça. Mais là, je le prends. Je le prends puis je m'en nourris. Mais moi, j'aime Fred. Ton jeu. Je suis prête. Ben en fait, je vais vous dire une phrase, puis j'aimerais ça que vous me disiez ce que vous en pensez. Et je vais prendre 2 personnes du groupe là, comme prénom. Là. La phrase est la suivante. Ce que me dit Nathalie sur Mireille parle plus de Nathalie que de Mireille. Peux-tu la répéter? Oui.
Ce que me dit Nathalie sur Mireille parle plus de Nathalie que de Mireille. C'est l'effet miroir. Ce qu'elle voit de l'autre, c'est plus que ce qu'elle reflète. Mhm. Moi, j'avais comme plus le me, myself and I. Tu sais. Mireille est là, mais qu'est-ce qu'elle m'apporte plutôt qu'est-ce qu'elle est comme personne. Vous avez tous des bons départs, là, comme... On est toujours dans des modes comparatifs aussi, là, donc consciemment ou inconsciemment, mais on est toujours dans des modes... si on veut définir qui on est, il faut... Notre système, dans le fond, c'est ce qui nous entoure, qui nous permet de se définir aussi. Mm-hmm. Que Nathalie a plus besoin d'aide que Mireille. Faut pas te le dire, ça. Ça dépend à quoi? Nathalie, J'ai pas compris qu'après. une situation hypothétique. Oh, oui, non. Ben, en fait, ça, on voit ça souvent. Le terme qui est utilisé par Colette Portelance pour parler de ça, c'est de la confluence. En fait, quand on vit quelque chose en relation avec quelqu'un, des fois, on ne le nomme pas, mais on va aller le nommer à d'autres. Puis à ce moment-là, ben, on pense qu'on va chercher du pouvoir. Mais en même temps, on ne le règle pas avec la bonne personne et on ne regarde pas nécessairement en nous qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que je vais l'illustrer par un exemple de ma vie personnelle, quelque chose qui s'est passé il y a quelques années. J'avais reçu chez nous une de mes amies avec ses 2 enfants. Puis c'est une amie qui est travailleuse sociale. Puis à ce moment-là, c'était très difficile avec mon garçon. Il était beaucoup dans la rébellion puis l'opposition. Puis mon amie Sophie a commencé à me donner des conseils sur comment m'y prendre avec mon gars. Ce qui m'a hautement déclenchée. Puis je ne savais pas trop ce qui se passait, mais je savais que je n'aimais pas ça. Puis ses enfants avaient été très tannants aussi. Fait que je me disais, hey, avant de me donner des conseils. Puis là, quelques semaines plus tard, j'ai vu une amie en commun. Et là, j'y ai parlé de la situation. Je dis, ben là, franchement, elle m'a conseillé, là, mais tu sais, ses 2 enfants à elle, il y a du travail à faire. Puis j'étais restée avec un goût amer de tout ça. Puis, tu sais, avec les années, avec l'école, parce que j'ai eu à faire des retours sur beaucoup de situations dans ma vie qui m'avaient laissé ce genre de goût-là amer. Bien, tu sais, j'ai réalisé que dans le fond, quand Sophie m'a donné des conseils, bien, c'était comme si elle me disait que je n'étais pas une bonne mère. C'est ça qui m'avait rentré dedans. C'est ça qui faisait mal. Puis, c'était plus facile à ce moment-là de me défendre de ce vécu-là en parlant contre elle que de voir que ça faisait vraiment mal. C'est que je ne suis pas une bonne mère, ben j'étais pas dans la réalité. Là. J'ai des croûtes à manger, mais je pense qu'il y a un fond. Il y a un fond d'amour qui est là pour les enfants. Puis ce que j'aurais pu faire pour m'en occuper, c'est j'aurais pu valider avec Sophie aussi. T'sais. Tu m'as donné des conseils, mais comment tu me trouves comme mère? Je pense que ça m'a fait du bien. Ça m'aurait fait du bien, en fait. Puis un élément triste, c'est que il est arrivé beaucoup de situations similaires comme ça avec Sophie, puis il y a eu beaucoup de non-dits de ma part, des choses que je n'ai pas exprimées en relation. Fait que, en ce moment, Sophie et moi, ben, on est très peu en contact.
ça, c'est quelque chose à garder en tête aussi, que plus on accumule des non-dits en relation, mais plus le fossé se creuse. Vraiment, je veux dire, ça m'appartenait. C'est moi tout de suite qui a fait une mauvaise adéquation entre son commentaire et le fait qu'elle me disait que je n'étais pas une bonne mère. Là. Regardez, c'est un élément important de l'approche aussi, de regarder toujours sa responsabilité. C'est tellement facile de regarder l'autre, mais avoir le courage, la clairvoyance puis la sensibilité de se regarder soi puis de dire qu'est-ce qui part de moi là-dedans. Mais ça m'appartenait. Fait que c'est ça. La confluence, c'est quelque chose qu'on pense qu'on se fait du bien, mais si on est congruent avec soi, ben on se rend compte que ça donne rien, puis même ça peut faire plus de bisbille qu'autre chose. Bon, ben merci. Merci beaucoup pour votre écoute. J'ai une question. Merci à toi. Oui. Ça peut être, on peut-tu aller te voir juste pour un besoin X ou il faut que ça dure longtemps? Ah, ben non. Non. Ça peut être pour un besoin X. OK. Il y a des gens que je vois une fois, 2 fois, 3 fois, puis il y a une cliente, on est rendu à 28. Ça dépend. Ça dépend du problème. Oui, puis une chose aussi qui est importante, là, je vous jure, c'est la dernière affaire que je dis, c'est l'autonomie. L'approche prône l'autonomie. Tu sais, puis quand ça revient à tantôt ce que je vous disais, qu'on n'est pas dans le conseil. En fait, c'est aider la personne à voir plus clair parce qu'il va y avoir d'autres situations, il va y avoir d'autres déclencheurs. Mais si la personne est capable de faire le chemin, 1 fois, 2 fois avec nous en thérapie, bien, il y a de fortes chances qu'elle va être capable de faire le chemin encore. Ça ne veut pas dire que les gens ne reviennent plus, mais il y a un certain travail qui est capable d'être fait. Fait que d'être capable d'outiller les clients, ça, c'est vraiment, vraiment important. Ça m'a donné confiance en l'approche que, tu sais, c'est pas un contrat de 10 ans là, qu'on signe là, comme en psychanalyse. Là. Il y a plein de belles choses à la psychanalyse, mais dans la vie qu'on mène, puis tout ça, ben d'être capable d'avoir ses propres outils, ben c'est important. Je dis plus rien. Ah ben merci Anne-Marie, c'était super intéressant.